accueillir maintenant le docteur Didier Sillard, qui travaille également à l'Institut Mutualisme Montsouris et qui va introduire les blocs cervicaux, en particulier pour les chirurgies de la carotide, mais pas uniquement. Donc voilà, je passe la parole maintenant à Didier Sillard. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je voudrais excuser Marc Bossier, qui avait été pressenti pour faire ce topo et qui m'a demandé de le remplacer un petit peu à la dernière minute parce qu'il a eu cet empêchement. Donc, on va parler effectivement anatomie. Les blocs cervicaux, effectivement, sont en grande majorité dans notre pratique utilisés pour la chirurgie de la carotide, mais pas que. Et je terminerai justement le topo pour vous montrer éventuellement quelques autres indications du bloc cervical. Les racines cervicales sont essentiellement responsables de l'innervation de la partie latérale du cou en remontant sur la partie occipitale. Les autres nerfs de la face, ce sont les nerfs issus des paires crâniennes et qui peuvent, avec des blocs combinés des nerfs cervicaux superficiels et nerfs crâniens, permettre des chirurgies de la face et du cou. Donc là, on s'intéresse essentiellement à la partie cervicale. On est pour nous sur les blocs cervicaux plutôt au niveau de C4. C4, C3, mais on ne remonte pas souvent, pas beaucoup plus haut, même si par diffusion, on peut très bien avoir une anesthésie remontant jusqu'à l'oreille. Le plexus cervical, donc issu des racines, on a vu, hein, donc en général C2, C3, C4, C5, C6. On a l'habitude de les aborder d'une façon plutôt basse quand on fait un bloc interscalénique entre le scalène antérieur et le scalène moyen. Pour ce qui est de la chirurgie de la carotide, on va se situer plutôt au niveau de C4. Donc au niveau de cette quatrième vertèbre cervicale, le plexus est en profondeur du sternocléidomastoïdien. Il est superficiel par rapport au scalène moyen et au muscle élévateur de l'omoplate qu'on ne voit pas ici sur cette image. Il se divise, il y a une portion superficielle et une partie profonde, avec la partie superficielle qui perfore le fascia. Je vais revenir sur les fascias parce que les nouvelles, il y a beaucoup de techniques d'anesthésie qui s'inspirent de cette anatomie des fascias. On l'a vu pour d'autres blocs, type érecteur du rachis ou serratus ou d'autres. Donc là, on va être aussi au-dessus du fascia cervical superficiel pour les branches superficielles du plexus cervical. Et les branches profondes donnent plutôt une innervation musculaire. Donc, les fascias dont on parle, c'est ça, dans une coupe transversale. On voit qu'il y a donc ce fascia superficiel avec des branches qui vont être pratiquement sous-cutanées, des branches qui vont être intermédiaires et des branches profondes qui vont être à côté, au niveau en dessous du fascia profond. Donc c'est pour ça que quand on s'intéresse au bloc cervical, on est obligé de faire une différence de tous ces niveaux d'émergence des racines cervicales, enfin des nerfs cervicaux, et combiner un certain nombre d'approches superficielles, intermédiaires et profondes. On va en reparler par la suite. Donc on dit le niveau de ponction pour les blocs cervicaux et notamment pour la chirurgie de la carotide, c'est au niveau du C4. À ce niveau-là, vous verrez que le scalène antérieur, on ne le voit quasiment plus. Il est là. Il est complètement effilé parce que du fait de son anatomie, on voit que c'est un muscle qui va s'effiler vers la partie céphalique. Et donc, on va essentiellement avoir comme repère le scalène moyen et le sternocléidomastoïdien, qui est un muscle qu'on va voir dans tous les cas.
Si on reprend un peu plus en détail, on va avoir donc ce muscle sternocléidomastoïdien, donc de la partie superficielle vers la profondeur. On est au niveau de C4, avec les racines qu'on peut voir au-dessus de l'apophyse transverse de C4. C3, le muscle scalène antérieur qui est souvent peu visible, le muscle longus capitis qui est là, en fait, qui sont les muscles longus capitis, c'est ni plus ni moins que que les muscles érecteurs du rachis, hein, à tous les niveaux. Quand vous faites ce bloc des muscles érecteurs, que ce soit au niveau thoracique ou cervical ou lombaire, vous êtes au niveau donc de ces muscles érecteurs du rachis. L'approche est souvent une approche dans le plan, au niveau de C4, avec une sonde haute fréquence, 10-13 MHz. Le repérage, alors pour ceux qui ont l'habitude de faire des blocs interscaléniques, vous avez déjà une approche de cette sonoanatomie avec le repérage du sternocléidomastoïdien, le repérage des muscles scalènes antérieurs et moyens, et le défilé interscalénique. On sait qu'on peut repérer relativement facilement les racines parce que vous avez cette apophyse bifide au niveau de C6 avec la racine de C6 qui est dédoublée. Donc quand vous remontez votre sonde, donc toujours sur un plan en coupe transversale, vous allez avoir la racine C5 avec disparition progressive de cette bifidité de l'apophyse. Vous avez la carotide qui est sur la gauche, et puis vous remontez et la veine jugulaire. Et en montant, vous avez disparition de cette bifidité ici, et vous avez la racine de C4 qui apparaît. Donc il faut essayer de se localiser au niveau de C4. Si vous redescendez trop bas, vous allez avoir, plutôt qu'un bloc cervical, un bloc du plexus brachial, ce qui n'est pas ce qui vous intéresse, en tout cas dans ce contexte. Le nerf phrénique, il est là, il n'est pas loin. Donc on se dit à chaque fois, quand on fait un bloc interscalénique, on a une chance non négligeable de bloquer le nerf phrénique par diffusion, surtout si on utilise des gros volumes. On voit que ce nerf est un nerf qui va être antérieur au muscle scalène antérieur et postérieur au muscle sternocléidomastoïdien. Donc quand on le voit ici à différents niveaux, on voit qu'il va émerger ici sous le muscle du sternocléidomastoïdien, on peut le voir ici. Donc il va circuler, et si vous faites quand vous faites de la sonoanatomie et que vous mobilisez votre sonde, et vous pouvez très bien le suivre sous le sterno, ce nerf phrénique. À un moment donné, vous allez voir le nerf qui circule dans cet espace-là. Donc ça vous permet relativement facilement de le repérer. Donc là, il devient superficiel et au-dessus du scalène moyen. Et quand vous remontez très vers la partie céphalique, ben là, il est vraiment sous le sterno. Donc se dire que quand on fait un bloc cervical en C4, on a une possibilité pareille, si vous utilisez des volumes conséquents, de voir une anesthésie du nerf phrénique et une paralysie unilatérale du diaphragme. Au niveau du risque d'injection dans l'artère vertébrale, puisque ça a été décrit surtout à l'époque où on ne faisait pas de sonoanatomie et on faisait des blocs à l'aveugle, et moi je fais partie de cette génération qui a commencé il y a longtemps avec pas grand-chose, même avant les neurostimes. Et donc les injections au niveau de l'artère vertébrale n'ont pas été exceptionnelles. Quand ça vous arrive, et ça m'est arrivé, ça fait des convulsions immédiates avec pas grand-chose, avec quelques CC. Vous êtes, mais au niveau de C4, vous êtes relativement protégé parce qu'au niveau de C4,
Il y a l'apophyse transverse qui vous protège de cet abord, de cette ponction éventuelle de l'artère vertébrale. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de ne pas piquer au-dessus de C4, parce que là, vous avez un risque plus important d'injection au niveau de l'artère vertébrale. Il faut aussi faire du Doppler artériel et veineux pour repérer un peu vos vaisseaux. C'est ce qu'a dit Abdel, ça fait partie des bonnes pratiques quand on fait de la sonoanatomie dans des régions vascularisées. Ici, c'est un bloc avec une bloc du plexus cervical intermédiaire. Donc, je vais revenir un peu plus tard sur ce qu'on appelle vraiment superficiel, intermédiaire et profond, pour que vous en ayez une bonne vision. Mais on voit que la carotide est là, on voit que l'anesthésique locale va diffuser sous le sterno, donc effectivement avec le potentiel suivant où vous êtes d'atteindre le nerf phrénique. L'abord, il est postéro-antérieur dans le plan, et donc on va injecter à différents niveaux. Donc on va en reparler, mais ce qui est conseillé maintenant quand on fait un bloc, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on fait à l'IMM. On a développé cette technique d'infiltration progressive de 3 niveaux, superficiel, intermédiaire et profond. Et plus une infiltration péricarotidienne. Donc, on a la racine de C5 dont j'ai parlé avec encore la bifidité de l'apophyse transverse, même si elle est moindre que celle au niveau de C6. Vous avez le C4, vous avez donc le sternocléidomasténien, le muscle scalène moyen, et vous voyez que le muscle scalène antérieur est relativement peu visible. On est toujours dans un défilé interscalénique. Hein. Un petit peu comme quand on fait un bloc interscalénique. Ici, donc, on va faire les approches par étapes. Donc, on a la première étape, c'est aller en dessous du sterno, en se dirigeant donc vers la carotide et en infiltrant cette région-là progressivement. Alors avec les anesthésiques locaux de votre choix. La deuxième étape, vous allez aller sur le bloc, ce qu'on appelle cervical profond. Donc ce qu'on a trouvé et dans ma pratique, c'est d'aller viser la racine de C4 et d'infiltrer autour de la racine de C4 que vous avez préalablement repéré. Ensuite, vous allez aller vous êtes toujours dans le même plan, donc vous faites ça plan par plan, puisque vous venez de postérieur vers l'antérieur et du superficiel vers le profond. Et là, vous allez infiltrer la région péricarotidienne, parce qu'il y a quand même, on a remarqué que quand même d'infiltrer autour de la carotide avait un intérêt, en particulier pour la chirurgie carotidienne, évidemment. Et enfin, vous pouvez, en vous retirant, vous avez le bloc, comme j'ai dit, du plexus cervical superficiel qui a passé le fascia. Donc c'est une infiltration sous-cutanée le long du bord postérieur du muscle sternocléidomastoïdien. Donc relativement facile, et vous pouvez remonter pratiquement jusqu'à l'angle de la mâchoire. Donc j'en parle pas là parce que c'était pas forcément le topo sur les blocs cervicaux. Il a été décrit l'intérêt du bloc mandibulaire en complément du bloc cervical pour la chirurgie carotidienne, parce qu'il est effectivement certains patients, et avec certains abords chirurgicaux, quand le chirurgien remonte un peu haut, peut avoir des douleurs au niveau de l'angle de la mâchoire, et qu'il y a une technique relativement simple qui est de bloquer le nerf mandibulaire, soit par voie intrabuccale, comme le font éventuellement certains dentistes pourraient faire, ou par un abord au niveau de l'articulation. Enfin, c'était un petit peu en dehors du topo, mais vous pouvez vous y intéresser si vous faites de la chirurgie de la carotide comme bloc de complément pour les patients qui pourraient, pour diminuer ce type d'événement. Donc voilà le bloc superficiel. Les complications de ce bloc, excusez-moi, la diapo est en anglais, mais enfin bon, si vous faites qu'un bloc cervical superficiel, vous n'avez pas de
blocs musculaires, puisque on a dit que l'innervation profonde, l'innervation des muscles se fait par une innervation profonde et il y a un manque de confort chirurgical. Le bloc cervical intermédiaire, on peut avoir un petit peu comme les effets secondaires du bloc interscalénique avec un bloc du nerf laryngé, du nerf vague, le syndrome du Claude Bernard Horner qui pour moi n'est pas une complication mais plutôt un effet secondaire, un bloc phrénique, un bloc du nerf laryngé et si vous diffusez, vous pouvez avoir un bloc facial. Et ça peut inquiéter suite cette chirurgie vasculaire est toujours on a toujours un risque d'accident vasculaire chez ces patients qui sont à haut risque. Donc on se dit dans ces cas-là il faut quand même essayer d'éliminer un bloc avec une diffusion faciale d'un événement cérébrovasculaire. Et dans le bloc profond on peut avoir une diffusion subarachnoïdienne avec une rachis-anesthésie totale, des injections intravasculaires, on en a parlé, et des convulsions, mais ça c'est les complications un peu classiques. Les indications, donc on en a parlé, hein, le bloc cervical dans notre pratique quotidienne, il est surtout utilisé pour la chirurgie carotidienne. Alors je ne vous fais pas un topo sur la chirurgie de la carotide, le topo de Marc qu'il avait présenté à l'ESRA était essentiellement sur la chirurgie de la carotide. Simplement pour dire que c'est pareil, il y a eu des études, qu'est-ce qu'il faut exactement bloquer, il y a eu des discussions, est-ce qu'il faut vraiment faire un bloc intermédiaire, est-ce qu'il faut faire un bloc profond, est-ce qu'un bloc superficiel ne suffit pas, avec des complications inhérentes à chaque approche. Cette étude, qui n'est pas très récente, de 2007, montrer qu'on peut effectivement faire un bloc superficiel, mais à cette époque-là, c'est en 2007, il n'y avait pas de bloc éco-guidé ou très peu, donc c'était difficile, effectivement, plus difficile de faire des blocs profonds et d'être efficace. Donc faire un bloc superficiel, c'était à la portée de tout le monde. Donc cette étude a un intérêt relativement limité. Une étude plus récente de 2016 montre que quand même, si vous faites un bloc superficiel et un bloc profond comparé à un bloc intermédiaire, vous avez il y a un intérêt dans le groupe à faire des blocs combinés. Donc, dans notre pratique quotidienne, on a adopté l'approche, comme je vous ai dit, du bloc combiné, c'est-à-dire à la fois un bloc profond au niveau de la racine de C4, un bloc intermédiaire dans le prolongement du muscle sterno sous le muscle sternocleidomastoïdien et un bloc superficiel en partie postérieure du muscle sternocleidomastoïdien sous-cutané. Les conditions du succès d'un bloc de cervical pour la chirurgie de la carotide, donc c'est bien d'identifier C4. Au-dessus de C4, attention, risque de ponction de l'artère vertébrale. En dessous de C4, attention, risque d'avoir un bloc du plexus brachial. Le bloc combiné semble plus efficace, dans notre pratique quotidienne, plus efficace. Ne pas oublier d'infiltrer la région péricarotidienne parce que vous êtes dans l'axe et ça contribue à l'efficacité du bloc. Choisir plutôt une voie postéro-antérieure, même s'il y a une voie antéro-postérieure qui a été décrite, mais visiblement sans grand intérêt clinique et qui sera plus difficile à combiner, puisque vous avez vu qu'en faisant une approche postéro-antérieure, vous allez de la surface vers la profondeur, et avec une seule ponction, vous arrivez en dehors du bloc cervical superficiel. Donc en fait, pratiquement 2 ponctions, vous faites une anesthésie complète de la région cervicale pour la chirurgie carotidienne. Les autres indications qui ont été posées pour un bloc cervical, c'était dans la chirurgie de la carotide. Alors je vous ai montré, si vous allez sur PubMed, vous verrez qu'il y a des dizaines et des dizaines de papiers.
j'ai pris cela, mais ça aurait pu en être d'autres. Donc, dans le British Journal of Anesthesia en 2018, qui montre quand même que si on fait un bloc de cervical superficiel pour la chirurgie de la carotide, on diminue dans cette étude la durée de séjour. Donc dans un procédé RAC, dans une procédure RAC, ça peut avoir un intérêt. Mais évidemment, quand il y a une étude, vous avez l'étude suivante qui vous montre que ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est celle qui a été programmée qui est paru en 2019, où il comparait le bloc superficiel bilatéral à une infiltration faite par le chirurgien en local. Ils n'ont pas trouvé de différence. Donc, la seule chose qu'on peut retenir, c'est se dire qu'il faut, si on ne fait pas de bloc cervical superficiel, il faut quand même demander au chirurgien d'infiltrer, ce qui ne se fait pas toujours. Et une autre étude aussi de 2016 qui avait un intérêt parce qu'on a toujours tendance à ne pas forcément revoir nos patients à distance. C'est sur toujours la douleur chronique et les patients qui développent à la suite d'une chirurgie une douleur chronique. On sait que ça arrive dans pratiquement toutes les chirurgies pour des raisons diverses. Et là, dans cette étude, ils avaient montré que le fait d'infiltrer dans sa chirurgie thyroïdienne diminuait le risque de faire une douleur chronique par 3. Donc, pour les patients, alors effectivement c'est un phénomène qui est relativement peu fréquent, mais bon, donc on peut se dire que ça a aussi un intérêt potentiel pour prévenir les douleurs chroniques chez certains patients. Il y a une autre indication qui peut être aussi dans votre pratique quotidienne, parce qu'on a assez fréquemment des fractures de clavicule avec une indication chirurgicale. Et dans ce cas-là, de combiner un bloc interscalénique avec un bloc cervical a montré son efficacité. Ce n'est pas très compliqué à la fin de votre bloc interscalénique de faire une infiltration du bloc cervical et faire un bloc cervical superficiel. Et ça vous évite, donc là, c'est 2 groupes de patients, c'est paru en 2019, l'un sous AG et l'autre sous bloc, et il n'y avait pas de différence en termes de satisfaction et des chirurgiens et des patients. Voilà. Il y a d'autres indications, ça a été décrit pour la trachéostomie, sous anesthésie loco-régionale à ce moment-là, plutôt qu'anesthésie locale. Ça a été décrit effectivement, comme je vous ai dit, avec des blocs combinés de la face pour la chirurgie maxillofaciale. Mais ça, c'est vraiment dans certains centres spécialisés parce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins anesthésistes qui sont experts dans les blocs de la face. Et c'est souvent fait par nos confrères chirurgiens. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce topo. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Pas de questions? D'accord, ok. Et ça vous... Ah, il y a une question. Où ça? Qui est-ce qui avait une... Ah. Bonjour. Bonjour. Merci pour ce topo. Moi, je voulais juste savoir un petit peu qu'est-ce que vous mettez dans le bloc cervical pour la carotide, sachant que c'est des blocs où on a souvent besoin de beaucoup de volume quand même pour faire l'ensemble du plexus cervical. Et puis, c'est des régions qui résorbent énormément. Donc, je voulais savoir un petit peu quelle était la recette appliquée en termes d'anesthésique, d'utilisation d'anesthésique locaux. Bon, alors chacun effectivement a sa recette. Moi, dans ma pratique quotidienne, j'utilise de la Ropi à diluer à 0,03, 0,375, un volume qui va en général autour de 20 à 25 cc, 20 à 25 millilitres. Des fois un peu plus, mais avec l'infiltration très superficielle, il y a peu de résorption sur le sous-cutané. Donc, sur les blocs profonds, on a plutôt autour de 20 millilitres. Bloc profond, bloc intermédiaire. Et encore quelques millilitres pour la partie du bloc superficiel. Non, enfin, pas dans ma pratique. Et puis pas chez ces patients à risque vasculaire. On n'a pas trop envie d'injecter l'artère vertébrale avec de l'adrénaline.
Merci beaucoup pour ce topo.